Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Dans cette vidéo, je vais commencer à explorer ce que j'appelle le New Age réchauffé, le New Age upgradé, le New Age qui, en fin de compte, s'adapte aux nouvelles prises de conscience qu'un certain nombre de chercheurs de vérité ont faites depuis 2012. Le point tournant, d'après ma propre observation, c'était bien en 2012. En tout cas pour ce qui concerne la France, puisque je me concentre surtout sur le paysage français, et comme chacun sait, il y a toujours un effet retard par rapport à l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça c'est vrai dans tous les domaines, et la spiritualité n'échappe pas à cette règle. Donc le New Age apparaît finalement avec au XIXe siècle avec, on va dire, un engouement pour l'orientalisme sous l'Angleterre victorienne, avec plusieurs personnages comme Alice Ann Bailey, Madame Blavatsky, Annie Besant, Gurdjieff, Rudolf Steiner et aussi Carl Gustav Jung. Bon, ce dernier ayant été influencé par Nietzsche, Nietzsche fait aussi partie du paysage, mais tous les intellectuels globalement font partie de ce paysage. Tous ces personnages s'intéressent à l'ésotérisme, à l'occultisme et à des vérités supérieures. Donc on voit apparaître le concept d'instructeur planétaire, Maitreya, avec Madame Blavatsky par exemple, ou les maîtres ascensionnés avec Alice Ann Bailey, ou encore le futur Messie chez Annie Besant, qui voit dans le jeune garçon Jiddu Krishnamurti le futur Messie, et Jiddu Krishnamurti est allé envoyer balader tout ça, comme Rudolf Steiner l'avait fait avant lui, qui s'était désolidarisé de la théosophie pour créer son propre courant d'anthroposophie. Donc toutes ces personnes se côtoient, ne sont pas toutes d'accord entre elles, et tentent de développer finalement leur propre approche spirituelle. On pourrait croire que tout ça se déroule à côté de la société ou de la marche du XXe siècle, mais ce n'est pas le cas, puisque toutes ces sociétés ou toutes ces personnes sont en étroite collaboration avec des familles royales, lords anglais, et donc sont financées finalement dans leurs travaux et dans leurs sociétés occultistes par un certain type de personnes. Donc les élites satanistes financent différents courants qui sont des laboratoires d'idées, et qui ensuite, avec la technique de la grenouille que l'on cuit lentement, vont être implantés dans la société civile sans même qu'elle s'en rende compte, pour finalement largement se déployer et contaminer toute la société au cours du XXe siècle, grâce à l'ingénierie sociale de l'Institut Tavistock, créé en 1947, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, de manière à préparer une masse critique de la population à accepter tous les discours qu'on nous sert depuis les années 70. Tous les discours aujourd'hui que l'on entend autour de l'hyper-responsabilisation de l'individu, tout ce qui a été fait, le démantèlement du code du travail, l'individualisation des parcours professionnels, l'évaluation individuelle de la performance, tout ça sont des discours qui sont permis et rendus possibles par la pensée New Age ensemencée au XIXe siècle. Et tout cela est ce que j'appelle moi le New Age 2.0, c'est toute l'ingénierie sociale qui s'est déployée sur toutes les couches de la société au cours du XXe siècle jusqu'à l'orée du XXIe siècle, avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, et donc du capitalisme décomplexé. À partir de ce moment-là, donc dans les années 2000, si on n'a pas compris que la droite et la gauche et tout cela n'est qu'un scénario, et ce sont toujours les mêmes, c'est que on a vraiment envie de rester endormi. Tout cela a été rendu possible par le déploiement du discours de la responsabilité. C'est un mot qu'on entend de plus en plus dans le discours politique à toutes les sauces, avec aussi la vague d'une société psychologisante et de développement personnel. Responsabilité, responsabilité. Donc c'est la même recette finalement que dans les milieux New Age du développement personnel. Les discours que j'ai entendus dans les milieux de travail ou en écoutant euh, les politiciens et tous les faux débats organisés à la télé, je voyais quand même vraiment un gros copier-coller. Ce discours consiste à détourner cette question de la responsabilité en demandant finalement au maillon le plus faible, l'individu,
d'en faire toujours plus et de prendre toujours plus sur lui, pendant que les élites, elles, se gobergent et amassent de plus en plus rapidement des profits et des bénéfices extorqués donc aux individus par leur travail, au point de reconstituer la même genre de structure en termes de patrimoine qu'au début du XXe siècle. Le retour des rentiers et des héritiers, sans que personne dans la population n'y trouve rien à redire, puisqu'on a rendu complice toute une génération de cette chose, la génération des Trente Glorieuses, bénie par le capitalisme libéral et futur néolibéral, de eux aussi avoir du patrimoine à transmettre et des héritiers. Et d'en concevoir un grand sens du mérite, donc c'est la naissance aussi du mythe méritocrate, de la réussite au mérite, qui n'existe pas. Et je pense que si vous avez vu certaines autres de mes vidéos, vous savez que je suis extrêmement bien placée pour le savoir. On ne peut réussir depuis les années 70 que s'ils ont né un héritier. Qu'on hérite de capital financier ou social, parce que le seul capital culturel ne suffit pas, j'en suis la preuve vivante. Donc on est dans la même situation qu'au XIXe siècle, où quelqu'un qui avait un fort capital culturel devait se trouver des mécènes, s'il voulait ascensionner dans cette hiérarchie. Si vous ne le voulez pas, vous finissez de toute manière comme moi. Mais ce qui mène la danse, c'est bien le capital social, qui lui aussi se transmet, et bien évidemment le capital financier. Alors les personnes nées pendant les Trente Glorieuses, ne comprennent absolument rien à ce qui se passe pour les 50 piteuses qui les suivent. Ils sont tellement imprégnés de ce mythe méritocrate que ce qu'ils détiennent, ils l'ont mérité, alors qu'ils sont dans une situation unique, finalement, connue. Ça n'est jamais arrivé avant, ça n'arrivera jamais après. Donc ça permet d'installer une fracture intergénérationnelle très puissante. Il y a toujours eu des conflits de génération, mais là, le conflit entre la génération des Trente Glorieuses et toutes celles qui suivent est abyssal. Ils n'habitent clairement pas du tout dans le même monde. Toutes les données ont changé hyper rapidement et ils peuvent pas tellement se parler finalement sur ce sujet-là, ni se comprendre. Ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que la France en fait s'est industrialisée très tardivement. Elle s'est industrialisée massivement après la Seconde Guerre mondiale, donc pendant les Trente Glorieuses. Ça fait presque un siècle de retard, par exemple, par rapport à l'Angleterre. C'est-à-dire que quelqu'un qui était né finalement dans les années 40 et quelqu'un qui était né au début du XXe siècle, ils avaient en termes de style de vie les mêmes données. La population urbaine ne dépasse les 50% qu'à partir de 1931 en France. Donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a encore beaucoup de gens, en termes de poids économique, qui vivent en zone rurale avec une tradition d'autosuffisance, de petites fermes familiales visant à l'autarcie. Revoyez vos cours d'histoire ou faites votre arbre généalogique. La plupart des gens qui vivent aujourd'hui en ville ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui étaient paysans, mais pas dans des exploitations agricoles telles qu'on les a aujourd'hui. Donc les soldats américains là qui sont venus soi-disant nous libérer, ils ont été quand même très surpris de découvrir le niveau de vie, le style de vie de la population française. Ça leur allait pas trop, les chiottes au fond du jardin, le papier cul en papier journal. Donc le plan Marshall a permis d'injecter des sommes massives d'argent pour convertir très rapidement cette société française, la gauloise, de style de vie rural, à l'urbanisation. C'était un enjeu prioritaire pour que un jour un certain président de la République française, Jacques Chirac, nous annonce la fracture numérique et nous explique que il ne sait même pas comment se servir d'un mulot. Non mais ils se foutent bien de notre gueule. Bon bref, en tout cas les grands-parents ou arrière-grands-parents qui se sont méfiés des négociations au Conseil national de la résistance et planquaient l'oseille dans le matelas, ils n'avaient pas complètement tort. Toute cette orchestration avait forcément besoin de la vague collectiviste, des grandes luttes des classes syndicales, etc., pour ensuite pouvoir être converti tranquillement, lentement, à coups d'argumentaires soi-disant légitimes et chiffrés, quoi. Très sérieux, de manière à amener progressivement toutes les oppositions contrôlées, qui étaient les partis politiques de gauche ou les syndicats, à dire ah bah oui c'est vrai on n'a pas le choix là, il faut faire face à la réalité économique. Donc Nicolas Sarkozy était là pour assurer une transition et passer le témoin à Monsieur François Hollande, donc en 2012. Et à partir de 2013, on est là vraiment dans ce que j'appelle moi la version 3.0.
Donc dans le paysage français, le gros des troupes spirituelles est quand même clairement resté scotché sur la version New Age 2.0. Bien que la fameuse apocalypse prédite dans tous ces milieux, la fin de l'ère du Verseau n'ait pas eu lieu, ils arrivent encore à trouver des ficelles pour rester plantés là. Pour les quelques-uns, quelques-unes qui quand même ont pas pu s'arranger aussi commodément de l'absence d'apocalypse, il y a un discours de dénonciation du New Age 2.0 qui émerge, avec comme maître mot le discernement. On trouve des personnes qui étaient déjà dans le New Age 2.0 mais qui ont fait leur prise de conscience et qui commencent à le dénoncer en parlant de discernement, ou des gens qui sont des gros outsiders dont on n'avait jamais entendu parler et qui, ça y est, eux, ils ont eu une grande révélation en 2012 et ça y est, il faut qu'ils rentrent en mouvement et en action dans la sphère spirituelle à ce moment-là. Alors attention, il n'y a aucun argument de légitimité. Que vous étiez dans le New Age 2.0 ou pas, ça vous donne pas plus de légitimité dans votre discours post-2012. Tout peut être vrai. Vous pouvez avoir un ou une outsider qui dit vraiment la vérité, ou pas. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui s'est fait beurrer le canette dans le 2.0, qui fait une prise de conscience, mais qui est toujours dans l'erreur. De mon côté, j'ai mis en œuvre mes propres outils de discernement en observant tout simplement dans la durée ce qui se déroule et ce qui se passe, ce qui se dit. J'ai attendu 5 ans avant de me décider à moi-même porter ma propre voix sur la question, parce que je vois que tout le monde apparemment a l'air de patauger dans la semoule et de pédaler dans la choucroute, et je me dis j'ai peut-être quelques clés de discernement, mais véritables, à apporter. En effet, parmi les rares voix qui se sont désolidarisées de l'endormissement en New Age 2.0, je n'ai pas vraiment eu l'impression que ces personnes qui parlaient de discernement l'exerçaient de manière pleine et entière. Toutes ces personnes qui parlent donc de c'était pas bien New Age 2.0, le phénomène d'adoration des gourous, de suivre aveuglément des enseignements, etc. Et le discours New Age, ça vous pousse à la passivité. Mais alors le fait de dire ça, qu'est-ce que ça leur permet de faire immédiatement derrière, ils ou elles, eux-mêmes, ils s'installent en tant que gourous et ils rentrent dans un discours urgentiste, empressant les vraies âmes libres, indigo, peu importe, starseed, de venir très très vite à leurs ateliers. Il faut absolument qu'ils se reconnectent maintenant au bon endroit, etc. Donc il y a un problème. C'est pas le seul de ce que j'ai pu en observer. Il y a aussi le fait de prétendre être dans la non-dualité, de dépasser la dualité, de se retrouver collé dans des conflits très dualistes avec d'autres enseignants ou enseignantes spirituelles. Il faudrait se poser des questions. Mais pour en revenir à la question donc de cette volonté de vouloir créer des collectifs dans le champ de la spiritualité, là pour moi il y a manifestement, il s'agit d'agents de désinformation, qu'ils en aient conscience ou non. Ils remplissent ce rôle, ils ou elles remplissent ce rôle en s'appropriant la quête de vérité, donc en proposant du contenu à 99 ou 99,9% vrai, sauf que eux-mêmes en tant que contenants sont des personnes sous contrôle. Donc c'est la bonne vieille méthode des oppositions contrôlées qui, pour ces milieux-là, s'appelle de la divulgation contrôlée. Si vous avez regardé notamment la vidéo sur la vue d'ensemble du jeu cosmique, je pense que vous avez compris que il faut se méfier des collectifs aujourd'hui, puisque c'est le projet de cette superconscience d'intelligence artificielle d'ingérer les consciences individuelles dans une supraconscience collective de type esprit de ruche, comme les insectes. On ne peut faire un collectif sain, un nous sain, qu'à partir du moment où il y a des individus, des jeux, également sains. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande un énorme travail sur soi, qui ne peut jamais véritablement s'arrêter. Donc, il n'y a aucune raison pour être pressé de constituer des collectifs spirituels quelconques. En tous les cas, ce qui est évident pour moi, c'est que dès qu'il y a cette volonté-là de vouloir vous ingérer dans un collectif, méfiance. Et dans quasiment tous les cas, de toute manière, ce qu'on voit, c'est que la personne qui vous tient ce discours
elle-même semble être câblée effectivement sur des entités extradimensionnelles, hein, quelles qu'elles soient. Alors dans le New Age 2.0, c'était les maîtres ascensionnés, la fausse hiérarchie spirituelle. Maintenant, c'est plutôt des êtres, nos cousins cosmiques galactiques, qui viennent leur parler et leur expliquer qu'il faudrait vite maintenant se regrouper en collectif autour de leurs contactés désignés. Je vois pas tellement la différence avec le discours précédent, avec les maîtres ascensionnés où il y avait exactement le même genre de discours urgentiste, quoi. Et ce, d'autant plus que quand on a bien analysé tous ces phénomènes dans tous les sens, on s'aperçoit que il s'agit d'un seul et même phénomène. Hein. Les autres dimensions, le phénomène intelligence artificielle, hein, qui serait venu parasiter cette planète, le phénomène extraterrestre d'autres dimensions et le phénomène simulation de maîtres ascensionnés, même immortel taoïste, etc., appartient à un même phénomène de virus polymorphe, donc qui peut prendre n'importe quelle apparence. Donc hier, si ça allait bien, c'était une fausse hiérarchie spirituelle, des anges, des archanges, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça va être nos frères de l'espace, des aliens IT positifs qui viennent tendre la main à l'humanité. Ou ça va être, en fait, les choses vont mal parce que on n'alimente plus suffisamment l'astral, il n'y a plus personne qui va planter de graines positives et fertiles dans l'astral, donc du coup toutes les formes pensées subconscientes négatives auxquelles nous avons donné naissance et qui ont acquis une autonomie et qui sont en train de nous contrôler, nous manipuler, ils prennent tout l'espace, hein. Donc il faut aller se balader dans l'astral pour réalimenter la pompe dans le bon sens, hein. On a tous ces discours, en plus tous les contactés, abductés, qui ont été sauvés par des IT positifs qui viennent nous expliquer que ça y est, on leur a donné la recette pour activer l'ADN, pour enfin combattre tout ce qui nous envahit. Donc le moins qu'on puisse dire, en observant tout ça, c'est que, effectivement, cette planète, l'espèce humaine et son habitat est le théâtre d'une guerre pour une domination quelconque. Je crois que c'était Tom Montauk qui expliquait ça dans un de ses articles. C'est comme s'il y avait finalement différentes lignées génétiques, hein, qui aiment bien se faire passer pour des dieux, nos créateurs, ou que sais-je encore, qui font tout ce qu'ils peuvent pour pousser la ligne temporelle dans leur sens, dans un sens qui va les avantager. Sachant que dans la matière, ils nous ont réduits en esclavage grâce au subconscient, et c'est nous, hein, qui leur construisons à chacune de ces lignées la position la plus confortable dans le futur nouvel ordre mondial. Alors il y a des bouts de vérité dans tous ces discours. Effectivement, l'astral est un problème. Effectivement, nous sommes envahis par l'astral à travers notre subconscient. Effectivement, l'ADN est impliqué dans toutes ces manipulations et cette invasion d'intelligence artificielle qui mime en fait des sphères astrales, spirituelles. Le problème, c'est de comprendre comment le film et la bobine finalement est enchevêtrée et se déroule, et où est réellement notre zone d'action. Et notre zone d'action, personnellement, je pense qu'elle est dans l'ici maintenant, dans le présent, mais dans le concret. C'est sur cette question, hein, d'ailleurs, que je trouve que la métaphore du jeu de simulation holographique, jeu vidéo, jeu de la vie, trouve sa limite en fait, parce que elle pourrait nous entraîner, de la même manière d'ailleurs que le fait le New Age, à vouloir finalement abandonner toute responsabilité sur la 3D, sur cette matérialité, sous prétexte qu'en fin de compte, ce ne serait qu'une illusion holographique, etc. Et je pense que ça, c'est dangereux. Je pense même que ça fait partie de la manipulation. Est-ce que finalement, ce n'est pas à l'avantage de cette intelligence artificielle de nous inviter à nous désintéresser de notre propre corporéité et matérialité, et quand bien même celle-ci aurait été falsifiée ou comprimée, c'est-à-dire que s'il faut imaginer que le corps planétaire, la conscience planétaire, hein, ce que les gnostiques appelaient Léon Sophia, ce que certains appellent Gaïa, est en fait un être qui dispose aussi de corps subtils et donc de plusieurs dimensions d'existence. Nous serions en fin de compte là uniquement ce que nous pouvons percevoir,
c'est uniquement sa petite poupée russe corps physique. Nous ne sommes pas finalement sur la totalité de notre planète, de notre Terre. Ces corps subtils sont investis par ce virus archontique, démiurgique, d'intelligence artificielle. Mais comme cette conscience planétaire n'existe pas en dehors de nous-mêmes, puisque nous avons créé cette réalité, ce corps planétaire, c'est en nous reconnectant à nous-mêmes et à elle, mais il faut d'abord se reconnecter véritablement à nous-mêmes avant de pouvoir vraiment se reconnecter à elle sans tomber dans les pièges chamaniques du New Age. C'est-à-dire que je pense que s'il s'agit de nettoyer l'astral, je pense qu'il s'agit de nettoyer notre astral individuellement, ce qu'on trimballe et ce qu'on crée à notre insu par cette zone subconsciente infestée. Tout dépend ce qu'on entend par nettoyer l'astral, quoi. Soit on pense que il suffit d'aller se balader et jouer les guerriers, les sauveurs ou les semeuses dans l'astral, la part qui s'est autonomisée, soit on comprend que cette part qui s'est autonomisée, elle est quand même alimentée avant tout par notre astral personnel, et que la meilleure manière d'y mettre un terme, eh bien, c'est d'affamer ce virus astral qui s'est autonomisé, en cessant tout simplement de le nourrir et de l'alimenter dans tous les niveaux et toutes les dimensions. Et comment faire cela? Eh bien, en sortant de la loi de prédation de vampirisme énergétique généralisé, qui régit absolument toutes les sphères d'échange actuellement. Professionnelle, interpersonnelle, familiale, amicale, amoureuse. Tout est sous le régime de cette loi de prédation et de vampirisme énergétique. Et ça le restera tant que les gens n'en auront pas conscience. La seule manière d'en sortir, c'est d'installer à la place une saine réciprocité dans les relations interpersonnelles. Et ça nécessite eh bien de se connaître soi-même, de bien connaître ses besoins, et de savoir les exprimer. Et vous verrez bien si la personne en face est capable de les prendre en compte. Ce que j'ai pu constater, c'est que non, en raison de l'espace subconscient qui habite les autres. Ils ne peuvent pas entendre quelqu'un qui exprime tout simplement son besoin. Si vous n'êtes entouré que de personnes sur qui toute l'ingénierie sociale a fonctionné, donc vous, vos besoins, ils sont à côté de l'ingénierie sociale, voire à l'inverse. Donc ils ne peuvent pas comprendre ce que vous leur dites et quelles sont vos attentes. Même quand vous dépensez beaucoup d'énergie pour les formuler, ils ne comprennent pas. Ils vont, à tous les coups, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, projeter les besoins et les attentes qui ont été programmés en eux ou en elles. Donc, même quand vous faites ça, vous allez être confronté, je pense, à une grande, grande solitude. Mais néanmoins, je ne vois pas d'autre manière de faire, puisqu'il n'y a qu'en faisant comme cela, finalement, qu'on exerce véritablement son libre arbitre et qu'on donne la possibilité à l'autre d'exercer le sien. Je vais encore le formuler autrement, dans cette question finalement de prise de conscience du fait que nous sommes des êtres multidimensionnels. Mais que notre multidimensionnalité a été polluée, investie, infestée, vérolée. Le grand concept du New Age, là, l'ascension planétaire, ce concept-là d'ascension, eh bien, il y a deux manières de le voir ou de tenter de la réaliser. Donc, il y a la manière New Age, où ce qu'on constate, c'est que comme le langage est inversé, plus vous allez dire aux gens travaillez sur vous-même, sur votre corps, plus en fait il s'échappe. Ça fonctionne exactement comme le décrit Harald Kotzvela dans la première interview là avec Claudia. Cette manipulation par le langage et les commandements, qu'est-ce qu'on peut observer, mais plus vous allez dire, depuis qu'on n'arrête pas de dire c'est pas bien de tuer, il ne faut pas tuer. C'est le moment où l'humanité invente, ne cesse d'inventer de plus en plus d'armes, de plus en plus destructives. Plus vous allez dire aux hommes attention, la sexualité, c'est pas bien. Regardez la société dans laquelle on vit, quoi. Pornographie de masse, c'est les mêmes en plus. Ce sont les mêmes personnes qui vendent ces discours et qui alimentent par exemple l'industrie de la pornographie. Bon, et puis on peut tous les prendre un par un, les 10 commandements, et en arriver en fait à la même conclusion, qu'Harald Kotzvela.
ou moi-même. Je vous invite à aller les lire, hein, les 10 commandements, hein, parce que si vous êtes une femme, vous allez quand même assez vite vous rendre compte hein, qu'ils ne s'adressent qu'aux hommes, ces commandements. Hein. Exactement comme la déclaration des droits de l'homme. Hein. C'était pas la déclaration des droits de l'humanité ou de ceux de la femme. Allez lire les 10 commandements. La femme n'y est que présente en tant qu'objet des hommes auxquels doivent s'appliquer ces commandements. Du coup, en fait, on est beaucoup plus libre, hein, nous, en tant que femmes. Nous n'avons pas de commandement. À partir du moment où on a totalement rejeté l'idée d'être l'objet ou d'appartenir ou d'être la propriété de qui que ce soit. Hein. Alors encore une fois, sans dire que les sociétés primitives, hein, avant l'avènement de l'Occident judéo-chrétien avec ses religions monothéistes patriarcales, hein, ce virus spirituel hein, qui est allé coloniser tout le monde, c'était le paradis sur Terre. Hein. Loin de moi cette idée, mais ils n'avaient pas du tout la même manière hein, de vivre leur propre corps et leur corporéité sur cette planète. Les rapports genrés, même si c'est vrai que c'était les hommes quand même qui tenaient les rênes, mais le viol, il n'y avait pas une telle violence dans les rapports entre les hommes et les femmes. Il y a des tribus entières en Amérique du Sud hein, qui, sachant qu'ils allaient être envahis par les conquistadors espagnols, ont préféré se suicider collectivement plutôt que de subir l'infamie, que ce soit être passé par le fil de l'épée pour les hommes et subir le viol pour les femmes. Donc dans l'exercice actuel hein, de la spiritualité New Age tel qu'on peut l'observer, hein, mais combien de personnes peut-on voir qui finalement viennent à des ateliers de Qigong, de Tai Chi, de je ne sais quoi, pour avec l'intention, hein, en se racontant l'histoire, qui viennent pour bien s'ancrer dans leur corps, hein, etc., mais qui en fait s'échappent dans l'astral, ils rêvent. On a affaire, enfin, on en croise beaucoup, hein, des doux rêveurs, ils méditent tout le temps, ceci, cela, puis ils se désintéressent totalement de la dimension matérielle et 3D, et généralement, heureusement qu'à côté d'eux, il y a des gens pour les pourvoir sur leurs besoins primaires. Mais est-ce que c'est ça, être souverain et souveraine? Combien d'exemples peut-on trouver aujourd'hui de personnes, par exemple, qui ont tout misé sur la spiritualité, donné des enseignements quelconques, et heureusement qu'il y a la bonne femme à côté qui fait bouillir la marmite ou le bonhomme. Bah, moi, personnellement, je pense qu'il y a un souci quand ça se passe comme ça. Je me pose la question toujours, hein, lequel ou laquelle des deux manifeste une véritable spiritualité? C'est une grande question, celle-là. Hein. Donc soit on pense que c'est ça, soit on pense qu'en fait, eh ben, il s'agit de faire l'inverse. Hein. Il s'agit de faire descendre dans cette matérialité 3D notre multidimensionnalité. De faire descendre, hein, pour parler le langage que connaissent bien les gens du New Age, faire descendre la 5D dans la 3D. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas vous désintéresser totalement des questions très concrètes hein, de la vie quotidienne. Alors il y a ce genre-là, puis il y a aussi le genre, on va dire, plus bobo, sociodémocrate qui, viennent aussi aux mêmes ateliers, mais alors surtout, ils arrêtent leur prise de conscience à la question de l'argent. Hein. Eux, ça les dérange pas d'être bien intégrés dans la société, de gagner du fric, tout ça. Là, quand même, faudrait quand même pas trop bouleverser ces choses-là chez eux. Il ne s'agit pas non plus d'accepter d'emblée comme allant de soi la manière que nous avons aujourd'hui d'échanger dans la matérialité, puisqu'elle est à l'envers, elle est de travers. Hein. Il s'agit de manifester au quotidien notre soi divin, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, dans nos activités quotidiennes, selon des lois de réciprocité saine. C'est comme ça, je pense, que nous exerçons notre véritable créativité souveraine, en chevillant à notre corporéité, notre multidimensionnalité, et en tentant d'implémenter autre chose, hein, et de jouer les règles du jeu de la matérialité selon d'autres règles que celles de ce système de prédation. Donc je pense pas qu'il y ait besoin d'aller se balader dans l'astral au sens la partie qui s'est autonomisée. Hein, et où résident effectivement toutes ces entités extra-dimensionnelles, hyperdimensionnelles. Il n'y a pas besoin de prendre je ne sais trop quelle plante ou quel produit pour aller se balader dans l'astral, pour pouvoir se raconter une belle histoire chamanique, qu'on est trop puissant en faisant ce travail de semeur ou de semeuse.
Les royaumes astraux existent, ils sont dangereux, et quand on s'y balade de trop, personnellement, je pense que inévitablement, on finit par se faire piéger par ces illusions. Donc, personnellement, je préfère m'ancrer dans la réalité, dans la matérialité, mais pas de la façon dont on nous l'enseigne, hein, mais il s'agit d'incarner très concrètement et très simplement la divinité qui est en nous. Donc au niveau du contenu de toutes ces sites web, ces personnes, ces faux prophètes, hein, n'oubliez pas que la manière dont ce système démiurgique s'y prend pour vous maintenir piégé, c'est toujours la même recette. La meilleure recette du mensonge, c'est 99% de vérité et 1% de mensonge. Et le 1% de mensonge, c'est là que ça devient très subtil. Ça peut être soit du mensonge flagrant, mais là, ils en sont plus là. Il faut qu'il soit plus subtil que ça. Ça va être du non-dit. Ça va être voilà, des toutes petites zones d'ombre dont on ne va pas parler, avec toujours la même excuse, hein, que parler de l'ombre, c'est la faire exister. Que donc, si on n'en parle pas, donc si on l'ignore, hein, surtout en soi, hein, du coup, c'est comme ça que on va résoudre le problème. Eh bien non. On ne peut trouver aucun exemple très concret dans l'existence où ignorer un problème va le faire disparaître. C'est même plutôt le contraire qu'on peut observer. Plus on va ignorer, plus le problème il va enfler et grossir. C'est encore une demi-vérité, hein, qui est utilisée là, hein, c'est-à-dire que si vous ne pensez qu'à l'ombre, elle va finir par vous envahir, hein, puisque votre pensée est créatrice. Donc si vous ne pensez qu'à ça, à un moment donné, ça va pas aller. Il faut que vous puissiez y penser sans y investir une quelconque charge émotionnelle, en fait. Hein. Mais les personnes qui sont dans ce discours de dire que l'ombre, on l'a fait disparaître en ne travaillant que à développer sa propre lumière, c'est faux. L'exemple du New Age 2.0 et tout ce qui a été découvert par Cameron Day et plein d'autres le démontre. Si vous voulez uniquement penser à la lumière, vous allez vous faire beurrer les lunettes par les illusionnistes. Hein, la clique des entités démiurgiques, dont c'est le métier, hein, d'imiter la lumière, hein, la fausse lumière démiurgique, la lumière luciférienne. Hein, donc tout le discours qui consiste à dire je ne suis que lumière, je ne me concentre que sur ma lumière, et je ne veux surtout pas être envahi par l'ombre des autres avec ces pensées négatives. Alors première chose, il y a un jugement qui est posé sur un jugement de valeur, hein, qui est posé sur des personnes qui potentiellement apportent juste des informations, qui en soi ne sont que des informations, hein. Elles ne sont ni négatives ni positives, hein. C'est à la personne qui les reçoit, effectivement, elle se place dans le jugement ou dans l'observation. C'est déjà deux positionnements très différents. Autre remarque, hein, si on a peur de l'ombre des autres, hein, on a quand même affaire à des gens qui sont soi-disant censés lutter pour la lumière contre l'ombre. Mais si on a peur d'être confronté à l'ombre, c'est qu'on doit avoir une lumière quand même un peu faiblotte, un peu faiblarde, non? Combien de chaînes YouTube on peut trouver aujourd'hui qui véhiculent ce genre de messages et où les commentaires sont interdits et désactivés parce que les gens ils ont trop peur d'être confrontés à des discours contradictoires. Alors moi, tous les commentaires sont autorisés sur ma chaîne et pour le moment, j'ai pas trop de soucis. Donc, si on a peur d'être confronté à des informations ou des commentaires qui vont venir menacer soit la cohérence de votre discours, soit votre petit nuage de poudre dorée, de développement de la lumière, etc., c'est très certainement qu'on veut continuer à ignorer sa propre part d'ombre et qu'on a peur de celle des autres, hein. Mais du coup, si on a peur de considérer l'ombre, ben, on devrait se poser la question de savoir si sa propre méthode de développement de la lumière et de déploiement de la lumière est bien efficace, quoi. Bon, ça porte un nom en français, hein, ça s'appelle la politique de l'autruche. Donc il y a une différence entre pratiquer la politique de l'autruche et considérer placidement les choses et les événements qui se déroulent dans notre réalité. Une des grandes demi-vérités qui est véhiculée par le New Age, hein, c'est de dire c'est la pensée positive, la pensée créatrice, les formes pensées, tout ça, c'est vrai, nous sommes des êtres créateurs et notre pensée est créatrice de formes.
hein, quand on enquête sur les voyages astraux, les expériences de mort imminente, hein, les expériences hors du corps, hein, etc., on s'aperçoit qu'effectivement, la machinerie à maintenir les âmes dans le système démiurgique utilise, exploite notre capacité de création. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais ce que le New Age ne dit pas, c'est que tant que nous sommes ici, dans ce corps qui est une prison, hein, c'est une prison fréquentielle. Le système de chakras, il faut bien comprendre que c'est une prison énergétique. Ce que ne dit pas donc le New Age, c'est que tant que nous sommes dans le jeu du démiurge, nous sommes soumis à ces règles. Et dans ces règles, il y a la part d'ombre. C'est ça que le New Age veut ignorer. Ce qu'ils ne veulent pas voir ni savoir, c'est qu'une partie de vos contrats d'incarnation vous est dissimulée par la hiérarchie spirituelle mensongère sur laquelle les gens qui travaillent dans le New Age sont câblés, et que par des jeux de transfert karmique que vous pouvez vous représenter exactement comme le système boursier et la crise des subprimes, des contrats peuvent être conclus sur votre tête à votre insu, encapsulés dans d'autres, par d'autres âmes incarnées ou non. Quand c'est le cas, vous êtes ce qu'on appelle une personne ciblée. Vous pouvez être victime de tout un tas de choses, comme le gang stalking par exemple, mais pas seulement. Et là, vous pouvez faire tout le travail d'introspection de votre inconscient que vous voulez, de guérison éthérique, même de dépollution de vie antérieure que vous voulez, que vous ne découvrirez toujours pas l'existence de ces contrats, puisqu'ils ont été pris par d'autres âmes, incarnées ou non, contre vous. Donc vous êtes en dehors, si vous voulez, en gros, de votre zone de contrôle et de souveraineté potentiellement. Mais il y a moyen de s'en sortir. Simplement, il faut à ce moment-là tourner aussi son regard vers l'extérieur et observer ce qui s'est produit dans votre vie, dans votre constellation familiale, pour tenter de comprendre vraiment ce qui se passe et repousser de plus en plus loin, en fin de compte, les frontières de votre souveraineté et de votre responsabilité dans un dialogue constant entre intérieur et extérieur. Il faut l'entretenir, ce dialogue, et en comprendre toute la dynamique et tous les aspects. S'il y a des personnes autour de vous, dans votre famille ou quoi ou qu'est-ce, qui pratiquent de la magie noire contre vous, l'ignorer ou faire comme si ça n'existait pas, ou réciter des mantras en méditation de pensée positive, ça ne va pas suffire. Donc dire que toutes les pratiques de magie noire, ça ne fonctionne que si on y croit, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai dans le sens où les personnes qui sont impliquées là-dedans, donc qui sont déjà dans des familles et qui sont finalement plus ou moins initiées, qu'elles le veulent ou non, apprennent à y croire, à en avoir peur ou à en se sentir puissant avec ça. Donc dans ce sens-là, c'est vrai. Mais là où ça devient faux, c'est que si vous êtes quelqu'un qui n'y croyait pas, qui n'êtes pas dans ces choses-là, mais que vous avez été victime et que par des techniques, on vous a extorqué un consentement à donner des choses de vous, où il y a une part d'énergie de vous qui est engrammée, vous pouvez être attaqué et ce sera opérant. Il y a des niveaux, à un moment donné, d'attaque, que vous y croyez ou pas, elles sont là engrammées quelque part dans vos codes subtils et elles opèrent. Donc ce que le New Age veut ignorer, c'est ça, ou plutôt ils veulent vous faire croire que de toute manière, en termes de responsabilité, c'est là qu'il y a un léger glissement subtil, que vous en seriez entièrement responsable. Donc non, cette part d'ombre, ces parts d'ombre-là qui ont été projetées sur vous, vous n'en êtes pas responsable, puisque ce n'est pas vous qui en êtes à l'origine. Mais votre responsabilité, c'est de découvrir ça et de les démanteler. C'est pas pareil. À la fin de ma trajectoire dans ces milieux, ce que j'avais coutume de dire quand j'avais affaire à un discours qui visait à me surresponsabiliser par rapport à des événements, ces flux interférentiels que j'avais, et donc de m'en faire prendre une totale responsabilité qui, comme je l'ai étudié dans ma vidéo précédente sur le New Age, revient finalement à vous culpabiliser de ce que vous subissez. Ce que je répondais, c'est non, 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 ce qui se produit ne vient pas de moi, c'est quelque chose qui est sur moi. Et c'était bien le cas. Dans tous les cas, effectivement, c'est collé sur vous. Donc bah oui, à partir de ce moment-là, entre guillemets, ça vous appartient, mais vous voyez bien selon la manière dont vous analysez le phénomène et comment en fait, il se déploie dans une certaine chronologie, votre manière
de vous représenter ce qui vous arrive et de mettre en place des solutions pour vous en sortir, ne sont pas du tout les mêmes. Donc si vous êtes dans ce type de problématique en fait de personnes, ciblées, vous avez bien compris que le but c'est pas de, construire un ego, une identité, là-dessus, hein. Le but c'est de comprendre comment ça marche pour ne plus être, une personne, ciblée. Mais étant donné la complexité de la chose, et sachant qu'elle va être en plus unique et singulière à chaque individu, c'est pas en allant payer un atelier reconnexion je ne sais quoi que vous allez, le résoudre votre problème. C'est qu'est-ce que c'est quoi cette solution? Mais c'est les bonnes vieilles solutions qu'on nous vend dans la médecine ou, je ne sais quoi. «Ah, vous savez pas ce que vous faites ici, vous comprenez rien à ce qui se passe, bah, tenez, vous avez qu'à payer, prenez un cachet et puis, on va tout vous expliquer». Donc non, hein, ça ne marche pas comme ça, hein. C'est un discours de charlatan. En fin de compte, ce que je suis en train de vous dire, c'est là où ça devient très subtil, c'est que il faut arriver à comprendre que ce corps est une prison. Même le système de chakras est une prison. Et pourtant, c'est par là, en explorant à fond le contenu, l'agencement, le fonctionnement de cette prison, qu'on peut s'en échapper. C'est en l'utilisant, en conquérant, si vous voulez, totalement notre prison. Il y a de très bons films d'ailleurs d'arts martiaux, je pense à un là dont le nom m'échappe, hein, où on voit ça, hein, des personnes qui sont enfermées, emprisonnées dans un tout petit espace et qui arrivent à créer en fait totalement leur espace de liberté, même en étant totalement privés de liberté. C'est ça qu'il nous faut arriver à faire. On peut prendre une autre image que moi j'ai eue hein, très souvent dans mon existence, euh, c'est d'être piégé dans un labyrinthe. Euh, Comme dans les livres dont vous êtes le héros, hein, c'est comme si à chaque fois que j'ouvrais une porte, qui au départ était prometteuse, je me retrouvais sur une impasse, et ainsi de suite, jusqu'à avoir l'idée, mais à quoi ça sert de continuer à tourner dans la roue comme un hamster hein, ou dans ce labyrinthe hein. J'ai qu'à retourner au milieu du labyrinthe, je m'assois et je pars par le haut. Et quelque part, hein, cette image métaphorique était juste. Quelque part, oui, il faut à un moment donné arrêter de courir comme un hamster dans la roue, se poser, méditer, peu importe, et faire ce travail hein, d'introspection pour comprendre comment fonctionne ce labyrinthe. Et il n'y a pas de labyrinthe qui se ressemble. Chacun de nous, chacune de nous est unique, à tous les niveaux. Chacun de nous a négocié individuellement ses contrats d'incarnation ici, son plat de spaghettis dans la constellation familiale, sa combinaison même d'ADN. Vous avez bien remarqué hein, que nous arrivons, à moins dans le cas des grossesses multiples, nous arrivons seuls dans ce corps, dans ce monde. Et quand on part seul aussi. Hein. Et du coup, quand on se retrouve, que ce soit dans une expérience de mort imminente ou pour le départ pour de bon, on est seul face à cette machinerie à négocier. Donc le labyrinthe qui se construit pour nous maintenir captifs hein, de ce jeu cosmique, il est avant tout intérieur et il est hyper customisé, personnalisé pour chacun et chacune de nous. Je pense qu'il n'y a que vous, et vous seul, qui pouvez finalement découvrir et démasquer ces contrats. Et que il n'y a pas grand monde finalement qui peut vous aider là-dedans. Parce que si vous avez affaire à quelqu'un, quelle que soit sa technique de pratique de régression, de vous donner accès à des mémoires que vous n'avez plus, par exemple des mémoires prénatales, ce genre de choses, se posera toujours le problème du subconscient de cette personne et de est-ce que vous êtes bien en train d'accéder à quelque chose de réel qui vous concerne véritablement ou bien est-ce que si ce thérapeute ou cette personne-là a son subconscient déjà investi sans qu'elle le sache hein, la plupart des personnes qui pratiquent ça sont des gens sincères. Mais si cette part subconsciente chez eux est investie déjà par quelque chose, c'est extrêmement facile, du coup, de vous implanter des fausses mémoires, des fausses vies intérieures, des fausses informations. Donc en quoi ça vous aide véritablement? Personnellement, je pense que c'est vraiment dans une exploration
avec une grande distance par rapport à votre propre vécu, que vous pouvez commencer à découvrir finalement quel type de contrat d'incarnation vous avez bien pu conclure, si jamais vous n'avez pas de mémoire prénatale et que vous ne voulez pas vous adresser à un thérapeute ou vous confier à un hypnothérapeute pour faire ce travail. En tous les cas, si vous faites appel à des personnes hypnothérapeutes pour faire ce travail, franchement, il faudrait vraiment que vous ayez une confiance absolue dans cette personne et que vous soyez certain ou certaine que cette personne n'a quasiment pas de subconscient qui puisse être investi et œuvrer du coup contre vous. Je pense que vous n'avez besoin de personne pour vous reconnecter à votre soi divin. Vous n'avez besoin de personne d'autre que vous-même. Le discours qui consiste à prétendre que oui, avec mes ateliers de reconnexion, truc machin, je sais pas quoi, je peux vous guider vers votre soi divin, moi je ne crois pas, non. Il est à un souffle de vous, ce soi divin. Vous n'avez qu'à, enfin ça fait un peu yaka faucon de dire ça, il n'y a que vous qui pouvez apprendre à discerner parmi tous les lapins blancs qui se bousculent au portillon, à l'intérieur et à l'extérieur, quel est le vôtre. Votre ADN finalement, spirituel. Tous ces discours qui envahissent la scène spirituelle virtuelle n'ont qu'un seul objectif, c'est de maintenir notre attention absorbée ailleurs que là où elle devrait être concentrée, c'est-à-dire sur nous-mêmes, à chaque instant, mais également sur le dialogue qui se déroule à chaque instant entre nous-mêmes, notre intériorité et l'extérieur. En tous les cas, tout cela permet de nouveau de piéger l'attention des âmes libres, on va dire, de celles qui sont vraiment en quête de comprendre quelque chose, pour les maintenir absorbées par quelqu'un qui produit tout un discours avec une très belle vitrine. Donc la vitrine, l'analyse du contenant, ce sera l'objet de la partie 2 de cette série sur le New Age. Là, vous avez compris que j'ai principalement exploré le contenu. Alors je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos sur tous ces sujets. Portez-vous bien d'ici là.